Bonjour à toutes et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'Intanto Riwicht, un numéro un peu spécial cette semaine parce que nous concluons notre semaine spéciale sur les 40 ans du Corsica Azer, à 40 ans jour pour jour après la diffusion du premier Corsica Azer, avec à mes côtés ce soir Dilomo Padoani de Corse Matin et Jérôme Souzigne de RCFM. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et pour nous accompagner, nous avons l'honneur de recevoir celui qui a officié pendant plus de 20 ans à la tête du Corsica Azer, Stéphane Auchat. Bonsoir Pierre. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux. Alors 40 ans, c'est un bel anniversaire, ça vous fait quelque chose ? C'est un bel anniversaire, je pense, pour l'ensemble des collaborateurs de cette entreprise et sans doute aussi du lien qui nous unit en fait avec les Corses depuis tant et tant d'années. Donc oui, c'est un bel anniversaire et surtout qui nous permet de nous projeter. C'est l'occasion, un anniversaire, de regarder ce qui s'est passé ces 40 dernières années, de voir le chemin parcouru et de se projeter aussi dans les défis qui nous attendent et auxquels on est déjà confrontés. Et ça reste encore quelque chose de très très enthousiasmant. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé du passé pendant cette semaine. On va continuer d'ailleurs ce soir dans l'OTA, mais aussi dans le Corsica Azer. Et on diffusera le premier Corsica Azer à l'issue ce soir. Mais c'est vrai que c'est important aussi de parler de l'avenir. On va vous épargner d'ailleurs les archives de Stéphane Auchat qui commençait. On va vous épargner aussi vos archives à vous aussi. Mais qu'est-ce que ça vous fait, vous, ces 40 ans du Corsica Azer, en tant que téléspectateur par exemple, et en tant que journaliste bien entendu ? Téléspectateur, d'abord, ça nous a, moi personnellement, ça m'a accompagné toute ma vie. Donc forcément, le Corsica Azer, c'est quelque chose d'important dans le paysage audiovisuel des Corses. C'est notre journal. Donc quelque chose d'incontournable, quelque chose dont on est fier aussi, parce que comme j'ai dit, c'est nous qui le faisons, c'est notre journal, et ça parle de nous, c'est fait par des Corses, et donc forcément un lien très particulier, comme on a un lien particulier avec son journal, on a un lien avec son journal, avec le Corse Matin, on a un lien particulier avec sa radio, on a un lien particulier avec la télé qui nous ressemble. Radio qui a d'ailleurs aussi fêté ses 40 ans ce mois-ci, Jérôme, c'était des médias qui étaient indispensables, en tout cas à l'époque, quand on sait qu'à l'époque de l'ORTF, on avait quand même une télé qui était au service du gouvernement et les informations sur la Corse, n'étaient pas forcément représentatives de ce qui s'y passait. Oui, c'était ces pionniers qui étaient des véritables militants, en quelque part, militants dans tous les sens du terme, pour faire avancer un outil, pour faire avancer aussi la diffusion, la présence de la langue corse dans ces différents médias. Et il y avait un véritable engagement. Ils n'avaient pas vraiment le même statut qu'ailleurs sur les autres réseaux de France 3 ou de Radio France. Il y avait vraiment ils mouillaient la chemise, comme l'on dit, quoi. Ils ont essuyé tous les plâtres possibles. C'est pas tout à fait fini parce qu'il y a encore des choses à installer, mais pour dire l'importance que c'est beaucoup pour moi, je vois les choses comme ça, dans le rural. Au Corsica Azer, le journal Corse Matin, radio, dans les villages. Quand le journal n'arrive pas le matin, quand il n'est pas au café, quand il y a la télévision, il n'y a pas de courant, ils ne sont pas bien. Il y a une vraie importance, ce sont des églises au centre des villages, en quelque sorte. Stéphane, je sais que ça ne vous plaît pas trop qu'on parle du présentateur plus que des autres, mais vous avez présenté ce journal pendant plus de 20 ans. Est-ce que c'est un rôle particulier, avec un poids particulier ? Vous vous exposez sans doute davantage que d'autres journalistes dans des situations qui, on le sait, ont été très tendues. Alors, dans les faits, factuellement, oui, parce que c'est celui qu'on voit, c'est celui ou celle que l'on voit, le présentateur ou la présentatrice. Mais la force d'une rédaction, c'est d'être une équipe. Donc, en fait, il n'est que le porte-parole d'un travail collectif, et ça, c'est important. Travail collectif, là, j'englobe tout le monde au sein de cette entreprise. Je sais que ça a été dit à plusieurs reprises cette semaine, mais c'est important de le rappeler, parce que depuis le début, depuis 1982, il y a les journalistes, il y a les techniciens, il y a tous les services administratifs,
qui permettent en fait à cette entreprise de se développer, et le présentateur ou la présentatrice, ils sont portés par l'ensemble de ces équipes. Et après, ils sont juste là pour faire le lien avec les téléspectateurs. J'ai presque envie de dire que les téléspectateurs et les téléspectatrices, on les sent à chaque fois, parce qu'on est dans cette relation de proximité. Je pense que c'est la même chose pour Guillaume et pour Jérôme, en fait. C'est ça aussi, le Coursicazer et France 3 Corse via Steel. C'est cette relation d'une proximité très forte que l'on sent même lorsqu'on est en plateau ici, je pense. Vous avez travaillé ailleurs, même au niveau national. C'est quelque chose que vous ne sentiez pas quand vous travaillez ailleurs? Franchement, c'est une autre. Enfin, pour moi, ça a toujours été une façon différente d'appréhender. Alors, c'est à la fois le même métier, journaliste, mais avec des éléments qui sont radicalement différents. C'est-à-dire que cette distance, cette façon de parler aux gens, elle est forcément différente. Et souvent, je me souviens on l'évoquait souvent avec les différents rédacteurs en chef ou rédactrices en chef, quand je pense à Sylvie. Il s'agissait d'avoir des codes professionnels, rigoureux, comme n'importe quelle rédaction du monde, mais en même temps, de les adapter à ce que nous sommes ici. Et donc il fallait avoir les codes, mais sans singer, je pense, un 20h, pour donner un exemple, et je pense que tout le monde comprendra. Il ne fallait pas se prendre pour ce que l'on n'était pas, quoi. En clair, on est aussi des citoyens de cette société, donc il fallait trouver le ton juste, et ça c'était toujours un défi intéressant. Et on sait que le journaliste, c'est un métier qui s'arrête pratiquement jamais, et même le soir quand vous rentrez à la maison. Vous avez connu l'affaire Erignac, avant l'affaire Erignac, après aussi. C'était un moment qui était très tendu. Comment vous avez vécu? Est-ce qu'il n'y a pas un poids exceptionnel quand vous vivez ce genre de période? Comme on a pu le connaître aussi cette année, d'ailleurs, mais avec l'affaire Colonne. Je pense, oui, effectivement. Là, j'étais plus à la rédaction, et je pensais souvent à la rédaction, parce que je pense que ce sont des moments... je pense pas qu'il y ait une autre rédaction de France 3 aujourd'hui qui puisse connaître ce que nous connaissons sur ce territoire. Et ça, je pense que c'est valable depuis 1982. Voilà, parce qu'on en a vu quand même des événements marquants. Depuis Napoléon. En tout cas, si on revient juste à notre histoire immédiate, c'est celle-ci. Non, mais c'est important parce que l'assassinat du docteur Lafay, on a revu, je pense à ça parce qu'on a revu les images à plusieurs reprises cette semaine. Vous avez parlé effectivement de l'assassinat du préfet Claude Erignac. Alors c'est un événement à la fois marquant, sans doute pour l'histoire, pour le journaliste que j'étais aussi, parce que je suis ce soir-là l'un des premiers ou le premier à arriver sur place en tant que rédacteur avec des journalistes caméramans. Je pense à Xavier Valentine et à Jean-Pierre Douns aussi. Et puis c'est parce que ça arrive après une décennie de plomb, et que derrière ce sera l'épisode Bonnet, avec un préfet en prison un an après. Et puis j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui encore on vit, vous le savez très bien, on vit encore avec la queue de comète de cet assassinat et de ses conséquences. Donc oui, on est tout le temps accompagné par ces événements, y compris quand on s'arrête pas, quoi. Et on était interpellés en permanence. On avait vécu à l'époque 15 jours, 3 semaines de folie parce que c'était un tsunami. Et là encore, c'est la force du collectif, comme toujours, qui fait qu'on peut affronter de tels événements. Alors on va poursuivre l'émission, et comme je n'avais pas forcément envie de me creuser beaucoup la tête aujourd'hui, je vous ai demandé à chacun de choisir un thème, ça peut être un événement ou un thème plus global qui vous a marqué en lien avec le Coursicazer. Et vous, Dillon, vous avez choisi un événement, enfin plutôt un thème global, c'est la langue corse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un départ marquant, finalement. C'est un point très marquant d'une rédaction. Justement, on parlait de cette proximité, on parlait du fait de pouvoir parler aux Corses et de leur ressembler. Comment le faire autrement qu'en y intégrant la langue corse. Donc, le faire à l'époque,
Le faire aujourd'hui, j'ai envie de dire, la langue corse est très à la mode. C'est quelque chose que tout le monde aujourd'hui qui fait consensus, que tout le monde aujourd'hui a envie de sauver. Justement, on est sur des contextes totalement différents. À l'époque, il y a énormément de corsophones. Absolument. Mais la langue corse, en clair, elle est politisée. En tout cas, quand on parle corse, c'est qu'on fait le jeu des nationalistes, en tout cas à l'antenne. Tout à fait. Aujourd'hui, on est sur un contexte qui est totalement différent, avec beaucoup moins de corsophones, mais beaucoup plus de volonté. C'est exactement ça. À l'époque, il y a des gens qui sont farouchement antinationalistes et qui ont tous le corse à la bouche et d'une manière extraordinaire. Naturelle, oui. Et naturelle. Aujourd'hui, c'est très différent. Mais à l'époque, imposer, parler le corse à l'antenne, c'est un acte militant. Je ne parle pas de militant politique, je parle vraiment de militant pour la langue, militant culturel. C'est un acte militant qui marquait forcément et qui vous identifiait forcément à l'époque dans un camp ou dans un autre. Et le fait de l'assumer et d'aller au bout de cette démarche, je trouve que ça a été extraordinaire de pouvoir Même si c'est comme ça. Même si c'est pas une militance politique, c'était en tous les cas une militance culturelle, identitaire, identitaire. Comme chez RCFM. Chez RCFM, pareil. Je veux pas dire par là, ceux qui ont fait tout ce travail dans ta lingua corsa, on va pas dire que c'était des nations de la première heure, mais par contre, ils avaient la conscience qu'il fallait transmettre quelque chose, et ça, j'évoquais tout à l'heure cette notion de militance, ça allait jusque à se retrouver avec des heures en plus à faire de travail, parce que c'est un métier aussi, la radio et la télévision. Mais des fois, ça peut aussi réduire l'audience de faire une émission. Là encore, c'est un choix, hein, bien entendu, de service public. Mais quand on dit que la télé doit être le reflet de la société, aujourd'hui, est-ce que par les Corses, c'est le reflet de la société? C'est le reflet d'une volonté plutôt, mais est-ce que ce serait le reflet de la société? Est-ce qu'on doit continuer à faire du Corse, quoi qu'il arrive, alors ça fait partie de nos missions d'abord. Oui. D'abord, ça fait partie de nos missions. Bien sûr. Je suis inconvaincu. Hein, mais... Non, mais je sais bien, c'est pour ça que je voulais vous renvoyer la question, Pierre. Mais non, ça fait partie de nos missions. Si aujourd'hui le Corse a la place qu'il a, c'est parce que la radio, la presse écrite et nous-mêmes y avons contribué. Alors c'est vrai, avec sans doute cette contradiction ou ce paradoxe auquel vous faisiez référence tout à l'heure, c'est-à-dire que les locuteurs ça a changé de nature, puisque c'est un corse que l'on apprend, donc il se répand autrement, mais la langue vit avec son temps, donc moi j'y vois pas de difficulté particulière, et je ne vois pas pour quelle raison elle ne pourrait pas continuer de se développer. L'un des autres défis, ce sera celui de l'évolution des usages, parce qu'aujourd'hui on ne regarde plus, exactement, on ne regarde pas la télévision de la même façon, on ne s'informe pas, on ne se divertit pas de la même façon. Donc la question, face aux réseaux sociaux, il me semble que ça fait partie de vos réflexions, Pierre, et il me semble qu'elle est importante, c'est de savoir, quand je choisis de m'exprimer, je fais référence à des hommes politiques, si je choisis de m'exprimer en langue corse, est-ce que je vais toucher le plus grand nombre ou pas? Est-ce que donc du coup je vais peut-être choisir la langue en fonction de mes objectifs? Alors, ça veut dire qu'on rentre dans une autre dimension, hein. Elle a aussi encore sans doute une dimension politique, mais on est aussi sur un autre sujet. Justement, vous avez parlé du numérique, j'en profite pour dire qu'il y a un QR code qui s'affiche depuis le début qui s'est affiché juste maintenant sur votre écran. Si vous cliquez, vous allez pouvoir retrouver tous les contenus autour des 40 ans du Corsica Azera sur le numérique. C'est pas pour commander un plat à manger. Alors, autre thème, la langue corse, on pourrait en parler des heures, mais vous avez choisi un thème beaucoup plus original, Jérôme Souzy. Vous avez choisi les 40 ans. Pour les 40 ans du Corsica Azera, vous avez choisi la venue du Tour de France cycliste. On va voir un extrait d'un reportage de François Tortos et on en parle après. Une première étape saluée par la patrouille de France au-dessus de Porto Vecchio. C'est l'image du départ de cette 100e édition du Tour de France. 22 équipes, 197 coureurs pour un tracé qui privilégie les plus beaux coins de l'Hexagone. À l'image des falaises de Bonifacio, le public traditionnel du Tour de France se retrouve sur les routes insulaires, un succès populaire toujours confirmé. Comme on le voit ici avec cette échappée d'entrée de 5 coureurs, dont 2 Français, Jérôme Cousin et Cyril Lemoine. 2 minutes d'avance au pied des aiguilles de Bavel, à 150 km de l'arrivée de Bastia.
Pourquoi ce choix? C'était une magagne ou c'était voulu? Ah, mais on le chie dans magagne, les battu. Non, puis pour faire plaisir à Stéphane, parce que la petite reine, c'est important. Et puis en Corse, on pédale pas de mal en ce moment, donc non. Le Tour de France devait venir. Le Tour de France devait venir l'an prochain à nouveau. Malheureusement, ce n'est pas possible. Non, plus sérieusement, c'était pour prendre un peu de la hauteur. Et il y a des images fantastiques. Il y a eu des images fantastiques. Il y avait des images, je me souviens d'images de drones qui ont fait le tour du monde. Et c'est pour se dire que la Corse, c'est aussi une terre de sport, une terre de territoire incroyable qu'il faut aussi les montrer. Et la télévision, c'est l'outil pour montrer tout ça. En plus, vous avez même maintenant des technologies de plus en plus pointues. Et on a une fantastique série sur le GR20 qui est sortie l'été dernier, présentée par Stéphane Auchat, qui a fait beaucoup de succès. En tyrolienne, il y a des technologies de plus en plus évoluées. Thierry. Non, voilà, c'était pour montrer qu'il y a vraiment dans notre pays un vrai potentiel d'image que le cinéma aussi a bien compris. Alors Stéphane, moi je vous ai fait une fleur, j'ai choisi un thème pour vous parce que vous devez avoir beaucoup trop de souvenirs. J'ai choisi une période que nous avons partagée ensemble professionnellement, bien entendu, c'est celle du Covid, ou plutôt à l'époque du coronavirus. On a dû changer un petit peu notre manière de travailler. Vous aviez connu quelque chose de similaire par le passé ? Je pense comme tout le monde, non, c'était quelque chose d'inédit, et ce, quasiment à l'échelle de la planète. Le monde qui s'arrête comme ça, on n'avait jamais connu. Je continue de penser, même si c'est l'histoire qui nous le dira, que ça reste un moment particulier dans l'histoire de l'humanité, mais sans doute avec des dimensions symboliques aussi, parce que c'est peut-être la planète qui est un petit peu en burn-out, etc. On va éviter tout ce genre de commentaires qu'on a pu faire à l'époque. Nous avions la chance de pouvoir sortir, de pouvoir travailler. Voilà, et nous, on était dans cette situation incroyable de continuer d'avoir une activité professionnelle alors que le monde s'était arrêté. Et il faut vraiment se replonger dans ce que c'était. C'est-à-dire qu'on avait peur de tout. On allait au supermarché, les gens se mettaient à 10 mètres de vous. On a déjà presque oublié en plus. Hein, c'était il y a 3 ans. Hein. Et on avait là encore le sentiment de... C'est lorsque l'actualité, qui est l'événement immédiat, nous donne le sentiment qu'on participe quand même à quelque chose qui est un petit peu plus grand que le quotidien, quoi. C'est au-delà du fait divers, c'est au-delà du petit fait de société, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, même si on n'en mesure pas aujourd'hui encore toutes les conséquences et toute la force, toute l'importance que cela peut avoir, quoi. Puis il y avait les fake news à l'époque, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, et on a l'impression, alors que les médias étaient assez décriés dans cette période, que justement les médias sont redevenus, en tout cas en Corse, médias à référence, c'est-à-dire que les gens venaient chercher chez nous les informations, en tout cas vérifiées. Mais c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour se retrouver pas forcément dans des situations extrêmes comme ça, mais en tout cas pour être au cœur des choses qui concernent parfois frontalement les gens, pour pouvoir leur expliquer ou essayer de leur expliquer au mieux, le plus honnêtement possible, l'objectivité n'existant pas, le plus honnêtement possible ce qui se passe. Et le Covid a été une démonstration brutale du cœur de notre métier. Et se retrouver justement au centre de tout ça, et pour pouvoir essayer de démêler. Mais en même temps, on s'est rendu compte aussi de la puissance des fausses informations, des réseaux sociaux, de la désinformation des réseaux sociaux. Et lutter contre ça, aujourd'hui, c'est devenu un de nos objectifs principaux, quoi. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'à ce moment-là, la force du Corsicaser, alors que l'on dit souvent que la télévision à l'ancienne, j'ai envie de dire, et ce que nous on appelle la télévision linéaire face au numérique, au digital, à la télévision de rattrapage, etc., on avait le sentiment que c'était une télévision en perte de vitesse. Et là, le rendez-vous du 19h a repris davantage de force. On sait déjà que le Corsicaser est aujourd'hui l'un des journaux les plus suivis, avec 52% de part d'audience. Là, à ce moment-là, je pense qu'on était aux alentours de 80%. C'était ça. Moi, je m'en étais rendu compte. Je m'en étais rendu compte tout simplement parce que c'est la fin de l'émission. Non, c'est la fin de l'émission. Désolé, je vous ai coupé la parole. On va être obligé de rendre antenne pour laisser la place au fameux Corsicaser. Merci
messieurs, ce fut un réel plaisir. Riwish ta bolta arientra d'aku ou chef ou Jean-Vitus Albertine et ouzo QR code. On a